Bonsoir. Merci. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci à Égalité et Réconciliation de m'avoir invité. Ça va bien comme ça le son? C'est parfait? C'est OK? Bon. Donc on m'a demandé de parler ce soir sur l'inutilité de la répression en matière idéologique, je parle. Hein. Je ne parle pas de répression en matière de manifestation, etc. C'est autre chose. L'inutilité de la répression, alors je vais aborder ça assez rapidement et après je vous laisserai poser des questions parce que je pense qu'il y en a qui veulent me poser des questions. Et je ne vais pas vous infliger un long discours parce que tout ce que je dis c'est en vidéo sur le net, donc je ne vais pas me répéter. Alors, je pense qu'en matière de répression, il y a deux volets. Il y a le volet personnel et le volet collectif. À mon avis, la répression en matière collective ne sert à rien. Alors, ça vient de ma vision du monde, de la société, qui elle-même dérive des études que j'ai faites. Je me suis beaucoup intéressé, outre les chambres à gaz et toute la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un aspect de mes recherches que les gens connaissent peu. Je me suis beaucoup intéressé à l'évolution des idées en Europe. Car rapidement, je me suis interrogé. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Si à un moment on était dans un monde en ordre, avec des idées en ordre, et qu'aujourd'hui on est dans l'inversion générale, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça a déraillé? Et pourquoi ça a déraillé? Ça a été une question que je me suis posée assez tôt dans mon militantisme politique. Parce que, peut-être c'était parce que mes parents étaient médecins, mais je me suis dit, si l'on veut guérir la maladie, il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi elle est arrivée. Elle n'est pas arrivée comme ça. Et je me suis donc intéressé à l'évolution des idées dans la société. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les idées évoluent suite à des lames de fond, à des changements de paradigme. Des changements de paradigme très profonds et qui peut-être au départ ne sont pas forcément en relation avec les idées qui vont changer. Permettez-moi de prendre un exemple. Je sais que mes théories, que mes conclusions sont en désaccord avec celles de beaucoup de gens dans nos milieux. Mais personnellement, je pense qu'elles sont plus adéquates avec la réalité que d'autres. Prenons l'exemple de la Révolution française. La Révolution française, je sais que très bien qu'on va nous dire c'est une conspiration maçonnique qui s'est faite et le peuple a été trompé. Non, c'est plus complexe que ça et en même temps plus simple. La Révolution, elle est venue d'un changement de paradigme qui a eu lieu à partir du, on va dire 14, 15e siècle, 16e siècle, avec l'apparition de la technique qui a permis l'évolution des sciences de l'observation. Un cas très simple, jusqu'à Copernic, on avait adopté le système de Ptolémée, la Terre au centre de l'univers, et tout tourne autour de la Terre. C'était une vision qui était intéressante et qui correspondait en gros à l'image religieuse qui était véhiculée. Une création qui était entièrement faite pour l'homme. L'homme était le centre de la création et tout tournait autour de l'homme. C'était très conforme à la Genèse. Donc une Terre au centre de l'univers était absolument logique. Bon, Terre plate ou ronde, ça c'est pas important. Mais voilà, Terre au centre de l'univers. Et à partir d'une évolution de la pensée déjà, avec Nicolas de Cus, au XVe siècle, avant Copernic, des philosophes, mathématiciens et théologiens se sont dit, notamment donc avec Nicolas de Cus, qu'il serait plus logique que ce ne soit pas la Terre qui soit au centre de l'univers, mais que ce soit le Soleil. Leurs travaux n'ont pas eu de suite, puisqu'il n'y avait pas de moyen de vérifier expérimentalement. Mais ensuite, avec l'apparition des lunettes astronomiques,
que c'était pas des télescopes. Et on a commencé à voir l'immensité de l'univers. On a commencé à comprendre que l'univers était immense et que très probablement c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Alors, il y a eu ensuite toutes les théories de la gravitation universelle par Newton qui confirmaient cela. Et on peut dire que, allez, un siècle après Copernic, le consensus était fait. La Terre n'était pas le centre. La Terre n'était pas le centre de l'univers. La Terre était une planète qui tournait avec les autres autour du Soleil. Et surtout, l'univers était immensément grand. Et ça a bousculé énormément de choses. Ça a bousculé toute la vision que l'on avait de l'homme centre de la création. Et au début, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, il y avait déjà des écrivains qui écrivaient, qui disaient mais si vraiment tout a été fait pour l'homme, pourquoi toutes ces étoiles si lointaines qui n'apparaissent pas plus grandes qu'une petite flamme dans le ciel ? Pourquoi il y a des anneaux de Saturne ? À quoi ça peut servir pour sauver l'âme de l'homme ? Et il y a plein de questions comme ça qui ont surgi et qui a fait que, eh bien, les croyances religieuses européennes se sont trouvées bousculées. Elles se sont trouvées bousculées et de plus en plus, il y a un prêtre qui a bien résumé ça, qui s'appelle l'abbé Jean Camp, qui a dit « On n'est plus parti de la religion pour penser l'univers, mais on a pensé l'univers et on en a déduit des choses sur la religion. » Et c'est là qu'il y a eu donc un commencement de contestation. C'est là qu'il y a des gens qui ont commencé à relire les évangiles, à relire la Bible. Ça a commencé à partir du XVIe siècle. Bon, c'était très faible au départ. Et puis ça a continué au XVIIe et au XVIIIe, ça a explosé. Notamment, vous avez eu en France tous les livres du baron d'Holbach, qui écrivait sous le pseudonyme de Nicolas Fréret, des livres. Et c'était des petits livres d'une centaine de pages. À l'époque, c'était assez court, qui, je dirais, relisaient la Bible sous un œil critique. Moi, je les ai lus, ces livres. J'ai fait l'effort de lire ces livres, et je peux vous dire que c'était dévastateur. Oui. Alors, je sais que ça déplaît quand on dit ça. On dit, mais pas du tout. Et en 1902, Monseigneur Bonnard, un évêque qui a écrit un livre sur la crise de la foi, a admis que pendant tout le XVIIIe siècle, la critique biblique a été très forte et la réaction des catholiques très faible. Et c'est vrai que quand on lit l'abbé Bergier, quand on lit nos notes, c'était des gens qui voulaient répondre aux encyclopédistes, à d'Alembert, Diderot, d'Holbach. Eh bien, ces gens n'ont pas fait le poids. Absolument pas. Et je le dis objectivement. Et petit à petit, ces livres se sont répandus. Parce qu'il y avait c'était des livres justement faits pour le grand public, paradoxalement. Alors à l'époque, peu de gens achetaient des livres, mais après les gens en parlaient. Il y avait les cafés qui apparaissaient, etc. Et ça a été très intéressant. Ça a été très intéressant parce que ça a été, au niveau national, ce qu'on a appelé la spirale du silence. Qu'est-ce que c'est que la spirale du silence ? Et on voit ça aujourd'hui, on peut le voir. La spirale du silence, c'est quand une idée est sévèrement réprimée par le pouvoir, mais qu'elle se diffuse. Elle se diffuse dans le peuple, mais en silence. Des fois, des gens d'une même ville ne savent pas qu'ils pensent la même chose, qu'ils pensent contre le pouvoir, mais personne n'en parle, parce que les gens ont peur. Mais ça se diffuse petit à petit, sous le manteau. Prenez l'exemple de la liste Forteresse Europe. Je connais quelqu'un qui m'a dit, eh bien, dans ma petite bourgade, il y a eu, je crois, 13 voix pour la liste Forteresse Europe. Moi, je pensais être la seule à avoir voté ça. Donc il y a 12 personnes dans mon village. Et c'était pas rien, parce qu'il fallait, enfin dans ma petite ville, il fallait imprimer le bulletin, etc. Et elle dit, moi je connais pas. On se connaît pas entre nous. Parce que, ben oui, les gens ne disent pas tout haut
qu'ils peuvent avoir des idées conformes à cela. Je vais vous citer une autre petite anecdote. Du temps où j'habitais Saint-Lô, un jour je sortais de la boulangerie le matin, quelqu'un me fixe. Je reviens et je dis à ma compagne, tiens, quelqu'un m'a fixé, c'est marrant. Je suis pas parano du tout, hein. Et un quart d'heure après, j'avais un mail. C'est vous que j'ai vu croiser à la sortie de la boulangerie ? Oui, c'est moi. Et c'était un révisionniste de Saint-Lô. Je connaissais déjà 2 autres révisionnistes à Saint-Lô, mais personne ne se connaissait. Ils ne se connaissaient pas entre eux. Ça, c'est ce qu'on appelle la spirale du silence. La spirale du silence, c'est quand une idée est dans le peuple et se diffuse, parce qu'il y a eu un changement de paradigme et que vous ne pouvez rien faire. L'État va pouvoir réprimer cette idée. L'État, on a dans les archives des prisons françaises, et notamment de la Bastille, régulièrement ce qu'on appelait les gazetiers, c'était des gens qui faisaient des gazettes, qui diffusaient des gazettes impies, donc des gazettes contre la religion. Eh bien, ils étaient condamnés. Mais n'empêche que ça se répandait. Et il y a un historien qui a dit que après la Révolution, ou à la veille de la Révolution, notamment ça a été vu à la mort de Voltaire, la France s'est réveillée incrédule. C'est-à-dire que soudainement, à partir du moment où le pouvoir perdait pied, où les idées étaient là, les gens se sont mis à parler. Alors on a l'impression que la France serait devenue incrédule en 5, 6, 7 ans, 10 ans. Mais non, mais non. Ça fomentait depuis des années. Je vous rappelle que le premier livre entièrement matérialiste, L'Homme-Machine, de Julien Onfray de la Métrie, a été publié en 1747. Dès 1747, des gens disaient « L'âme, foutaise. L'homme n'est qu'une machine biologique. Toutes vos idées, ce sont que des choses qui se passent dans votre cerveau. » J'ai lu ce livre, j'ai lu tout ça, j'ai lu dans le texte. J'ai pas lu des citations qu'on en fait. J'ai pris ces livres, j'ai passé des heures à lire tout ça. Et j'ai compris que dès le début du XVIIIe siècle, les idées avaient complètement changé. Et les gens qui soudainement lisaient Fréret, lisaient l'encyclopédie, qui perdaient en gros la foi, ces gens ne devenaient pas forcément matérialistes et athées. Ces gens cherchaient une autre spiritualité. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les grands livres, il n'y avait pas tout ça. Quelle était en France la chose qui prétendait, à tort ou à raison, c'est pas important ici, qui prétendait offrir une autre spiritualité, c'était la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, qui s'était déjà installée en Angleterre, où les idées progressistes, entre guillemets, étaient beaucoup plus fortes, quand elle est arrivée en France, en fait, elle se présentait, parce que c'est pareil, j'ai lu, moi, les livres des maçons. On en a aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont tombés entre les mains. Il faut les lire, ces livres-là. Il ne faut pas se contenter de lire ce que disent les anti-maçons. Moi, j'ai lu ce que disaient les maçons. Quels étaient leurs livres ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Et vous apercevez que c'était des gens qui se prétendaient, à tort ou à raison, encore une fois, détenteurs d'un savoir qui avait traversé les siècles. Alors, c'était un syncrétisme d'idées égyptiennes, de choses d'autres, bon, peu importe. Mais ils offraient une autre spiritualité. Et beaucoup de gens qui abandonnaient la religion chrétienne, n'étant pas devenus athées pour autant, allaient dans la franc-maçonnerie. Et c'est pour ça qu'en quelques années, le nombre de loges maçonniques a explosé partout. Et quand on lit leurs livres, on voit que c'était des gens, qui voulaient un autre ordre, mais qui respectaient d'ailleurs. Et dans une de mes dernières vidéos, j'ai cité un article d'un homme qui avoue que beaucoup de maçons se sont fait emporter par la Révolution. C'est clair qu'ils voulaient un ordre et puis ils ont été dépassés. Ça a été beaucoup plus loin qu'ils le voulaient. Mais c'était des gens qui, au départ, cherchaient quelque chose de nouveau. Et donc, toutes les idées révolutionnaires sont nées, en fait, c'était des lointains échos des changements de paradigme avec Copernic, avec Galilée, avec Tycho Brahe, et puis aussi avec Vézal. Vézal, je vous rappelle que c'était au XVIIe, Vézal avait commencé à pratiquer la dissection des corps, qui était très mal vue. Et au fur et à mesure que l'on disséquait les corps, on trouvait justement que c'est une machine qui fonctionne en autonomie. Et Vézal a donné petit à petit, après, le livre de Onfray de la Métrie, L'Homme-Machine. Tout ça, ce sont des idées
qui n'ont pas germé dans des cerveaux de méchants. Je crois pas qu'il y ait des méchants. Je crois qu'il y a beaucoup de souffrance, mais peu de méchanceté. C'est la conclusion de ma vie d'ailleurs. Mais c'était pas des méchants. C'était des gens qui disent voilà ce qu'on a découvert. Tous nos anciens paradigmes ne fonctionnent pas. Ptolémée, ça fonctionne pas. La Terre qui a 4000 ans, ça fonctionne pas. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qui a fait ça. Et quand on regarde l'histoire des idées, on s'aperçoit que quand une idée... En fait, qu'est-ce qui se passe ? Une idée, au départ, elle naît dans des esprits qui les expriment, et elle se répand dans le peuple. Elle se répand de manière confuse, de manière désordonnée. Mais une fois qu'elle est répandue, il y a des gens qui la mettent en forme, qui écrivent des livres, et qui mettent tout ça, et qui réinjectent ces livres. Et à ce moment-là, l'idée, qui était d'abord très confuse, devient bien exprimée. Alors nous, on ne voit que les livres qui ont été écrits pour l'exprimer. On dit « Ah voilà, il y a des gros méchants qui ont écrit ça. » Non, c'est une erreur. Ils ont écrit ça parce que c'était déjà là. Ils n'ont fait que mettre en forme des idées qui étaient confuses, des lames de fond qui étaient là. Et je peux vous dire, j'ai passé des heures et des heures et des heures à étudier cela, à partir du XVIe siècle, XVIIe. J'ai lu beaucoup de livres, même en vieux français, c'était très compliqué. Mais j'ai voulu comprendre ça, Et ma conclusion, c'est que justement, à partir du moment où une idée est née dans le peuple, et elle est là, même confuse, vous ne pourrez plus l'arrêter. C'est fini. Vous aurez beau faire toute la répression que vous voudrez, vous ne l'arrêterez plus. Parce qu'elle est là, elle obéit à un changement de paradigme profond, et elle se développe naturellement. La répression n'y changera rien. Elle peut ralentir son arrivée. Un peu comme si quelqu'un qui a une maladie de dégénérescence, je lui donne des choses, et ça va le permettre de le maintenir un peu plus, mais ce sera à terme, ce sera fatal. C'est pareil. Une idée arrive et vous ne pouvez rien y faire. Il y a deux autres exemples qui m'ont vraiment intéressé en matière d'évolution des idées. C'est un peu lié d'ailleurs. C'est le divorce. Enfin, 3. Le divorce, le suffrage des femmes et l'avortement. 3 choses qui étaient très importantes. L'avantage, c'était que c'était au 19e, 20e siècle. Le divorce, c'est la loi Naquet de 1884. Alors dans nos milieux, on est très contents. On dit encore un juif qui nous a fait une loi qui a détruit le mariage. Mais c'est un tout petit aspect de la question. Je me suis intéressé, après la Révolution, aux statistiques de séparation de corps. À l'époque, le divorce était interdit dans la société, mais c'était aussi conforme d'ailleurs à la religion. Vous pouviez avoir une séparation de corps. Vous pouviez vous séparer de votre conjoint. Vous n'aviez pas le droit de vous remarier. Mais vous pouviez vous séparer. Entre 1830, j'ai publié dans mes vidéos les statistiques. Entre 1830 et 1880, les séparations de corps ont été multipliées par 5, par 10. Il y en avait plein. C'est-à-dire que les gens, pourquoi ça se passait ? Parce qu'on avait eu un changement de société. On avait eu l'exode rural, la révolution technique, les gens qui travaillaient dans les usines, beaucoup plus de promiscuité, beaucoup plus d'échanges, etc. Vous savez que dans certaines entreprises, les ouvrières sortaient 1 heure avant les hommes. Parce que sinon, à la sortie, c'était le lupanar. Les gens allaient ensemble. Et donc, il y avait certains patrons chrétiens qui renvoyaient les ouvrières 1 heure avant les hommes, pour éviter qu'après, pardonnez-moi, mais ça fornique dans tous les coins. Bien, non mais c'était ça, je vous l'assure. Il y a un livre très intéressant, c'est La condition des ouvriers dans l'ancienne France. C'est super, en 3 tomes. Moi je l'ai lu ça, encore une fois, c'était passionnant. Et alors, les gens se séparaient. Parce que, eh bien, il y avait une société qui était beaucoup plus violente, qui était beaucoup plus dure, cette révolution industrielle, cet exode rural, les couples tenaient moins. Donc les gens avaient le droit de se séparer de corps. Mais qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, les gens revivaient en couple, et il y avait des enfants qui naissaient, et c'était des bâtards,
qui n'avaient pas de statut légaux. Alors il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui sont nés hors mariage, qui en général donc ne sont reliés à rien? Et c'est à ce moment-là qu'on a songé à faire une loi qui autorisait le divorce. Moi j'ai lu tous les documents qui ont amené cette loi. Et j'ai lu le livre de Naquet en disant pourquoi il y a cette loi. Voilà. C'était pas des gros méchants qui voulaient dissoudre la société, c'était des gens qui disaient mais face à tous ces gens qui se remettent en couple, qui font des enfants, il faut trouver une solution. Et donc ils ont autorisé le divorce. Alors on dit souvent ça c'est né dans des loges maçonniques, mais le peuple non. Ah bon? Regardez les statistiques du divorce. Tout de suite, il y a eu des milliers de divorces, tout de suite après la loi. Or, si le peuple français avait refusé, mais il aurait dit cette loi, je ne l'utilise pas, moi je suis fidèle, je reste en couple, le nombre de divorces, il a pas cessé d'augmenter. Donc c'est bien que cette loi, elle a été faite pour obéir à une pression sociale. Et ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. L'avortement, c'est pareil. C'est exactement la même chose. On est arrivé dans une société où il y avait de plus en plus d'avortements illégaux. Je vous signale que si on prend les statistiques faites par... Déjà en 1900, j'avais sorti un article dans une vidéo, un article d'avant la Première Guerre mondiale. C'était un gars qui était expert auprès des tribunaux pour les affaires, justement, ce qu'on appelait à l'époque de fausses couches provoquées. C'était les femmes arrivaient en disant « Ah, j'ai fait une fausse couche ». Et souvent, ils disaient « Attendez, c'est peut-être le résultat d'un avortement, ça ». Et comme c'était interdit, il y avait une enquête. Et donc, il y avait des experts auprès et des tribunaux. Il y avait même des livres « Comment reconnaître des fausses couches provoquées ». C'est très intéressant. Eh bien, cet expert auprès des tribunaux avait dit que chaque année, il pouvait y avoir jusqu'à 500 000 avortements clandestins. C'était sûrement exagéré, mais c'était pas loin. Après, il y a eu d'autres statistiques. À l'époque, il n'y avait pas de contraception, donc ça y allait beaucoup plus. Et on a établi un chiffre à peu près de 300 000. 300 000 par an. Vous divisez par 300. Regardez combien ça faisait par jour. Et ça n'a pas arrêté. D'ailleurs, il y avait plein d'articles sur le fléau de l'avortement, surtout après la Première Guerre mondiale, où il fallait remettre du peuple en France. Il fallait faire des enfants. Et il y avait plein d'articles là-dessus. Et à la veille, au début des années 70, au début des années 70, il y avait à peu près, on compte qu'il y avait à peu près, malgré la contraception qui était beaucoup plus accessible, avec la loi Neuwirth, etc., on disait qu'il y avait à peu près 100 000 avortements. Il y avait des chiffres qui allaient jusqu'à 250 000, ça c'était sûrement beaucoup trop exagéré. Or, ces avortements, la plupart étaient clandestins, c'est-à-dire qu'il y avait une discrimination. Les femmes qui étaient riches faisaient ça dans des hôpitaux. Je peux le dire, ma mère en a fait un, comme ça. Parce qu'ils étaient en relation avec des gens des hôpitaux, ils étaient médecins. Elle me l'a dit, oui, j'ai avorté dans un hôpital, bien. Ah, c'était en 66. Bon. Mais les femmes pauvres, non. Donc c'était des accidents, c'était catastrophique. Et donc il y avait une pression sociale. Il a fallu résoudre cela. Il y avait une propagande anti-avortement. Il y avait une répression de l'avortement. Mais on ne pouvait rien faire. C'était trop tard, c'était dans les mœurs, c'était comme ça. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Ce qu'il a fallu, c'est légiférer. Et à propos de ça, je vais vous raconter une dernière anecdote. Il y a des années, ça remonte à 20 ans maintenant, j'ai été avec mes enfants à Paris visiter les égouts. Les égouts se visitent. C'est passionnant comme visite. J'aimais bien emmener mes enfants à des choses comme ça en marge. Et ils n'ont jamais regretté ça. Ils ont dit avec papa, on a fait des super trucs. Et donc je les avais invités à visiter les égouts. C'est une visite guidée. Et à la fin, le guide a dit, il y a une loi en France qui nous a beaucoup aidés. Savez-vous laquelle? On a tous cherché, une loi sur l'hygiène, sur le traitement de l'eau. Non, c'est la loi Veil. Parce qu'il a dit avant, chaque matin, il fallait ramasser tous ces fœtus qui flottaient. C'était horrible. Et après la loi Veil, on en a eu beaucoup moins. Ça m'avait frappé, ça. Et le mec disait pas ça, c'était il y a une vingtaine d'années, la loi sur l'avortement était là, je veux dire, il n'y avait plus de propagande à faire. Donc voilà. Et vous voyez, d'ailleurs,
j'avais découvert un dessin c'était dans l'Assiette au beurre en 1901. Un dessin, c'était une revue humoristique et un peu cynique. Et on voit deux femmes qui parlent sur un banc, puis il y en a une qui dit à l'autre: hey, regarde la Marie, elle est encore enceinte, on dirait qu'elle ne connaît pas le tout à l'égout. Bien sûr, ça se faisait déjà à l'époque. Il y avait des pubs avec des codes. Il y avait des pubs. Par exemple, c'était infirmière, problème féminin, près de la gare, parce que c'était dit en général à Paris, ou infirmière, problème féminin, près des grands magasins. Ça voulait dire quoi, ça? Ça voulait dire: madame de la province, vous prenez le train, vous arrivez à la gare, je suis tout près. Vous mettez 2 minutes, vous arrivez chez moi, je vous fais la chose et vous revenez. Et vous pouvez prendre le train dans l'après-midi. Vous avez été absent même pas un jour. C'est invisible. Voilà, vous êtes revenu. Et pourquoi des fois près des grands magasins? Madame, vous venez à Paris, je vous fais la chose, ou avant vous passez dans les grands magasins, vous faites des emplettes, ensuite je vous fais la chose et vous revenez. Et le soir vous dites: j'étais à Paris pour acheter ça. Et il y avait plein d'annonces comme ça. Voilà, c'était dans les journaux. Alors après, on les traquait ces annonces, mais elles revenaient tout le temps. Et ça, je vous parle dans des journaux des années 1910, entre 1895 et 1910. Il fallait voir à quel point c'était. Donc la loi, bien sûr qu'on va dire c'est la loi Veil sur l'avortement. Mais non, bien sûr que c'est Simone Veil qui l'a faite. Mais ça n'aurait pas été elle, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il y avait une pression sociale. Et quand le peuple a une idée, quand il veut faire quelque chose, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et non seulement vous ne pouvez pas l'arrêter, mais c'est à ce moment-là que vous avez beau faire de la surprovocation, la répression est très faible. Je ne parlerai pas pour l'avortement du manifeste des 300 salopes là, qui a été publié par le Nouvel Observateur. Si j'ai des bons souvenirs, peut-être je me trompe, mais c'était un truc. Mais j'en termine avec ça. L'exemple des suffragettes. Les suffragettes, c'était les femmes qui réclamaient le droit de vote. Or, à l'époque, ça se passait entre 1880 et 1910 en Angleterre. La France a été plus tard. Mais il y avait les suffragettes. Or, à l'époque, il y avait déjà, on avait dit, mais l'égalité entre les citoyens, les droits de l'homme de 1789, c'est une égalité entre les hommes finalement. Les femmes sont reléguées. Il faut savoir que dans cette société bourgeoise du 19e siècle, la femme était considérée comme une mineure. La femme qui se mariait n'avait pas le droit d'ouvrir un compte. Elle n'avait pas le droit de porter plainte en justice sans l'accord de son mari. Si elle trompait son mari pouvait faire un constat d'adultère par un huissier. Si le mari trompait la femme n'avait pas le droit de faire de constat d'adultère. La femme était reléguée à l'état de mineure perpétuelle. Et bien au bout d'un moment, elles en ont eu marre. Elles ont dit: mais cette égalité, pourquoi nous on n'aurait pas le droit? Et pourquoi leurs revendications ont fonctionné? Parce qu'à partir de 1850, notamment en France, il y a des premières demoiselles qui ont passé le bac, qui ont fait des études supérieures. Et il y en avait de plus en plus. Et elles ont dit: mais on est aussi capable que vous, les hommes. Alors pourquoi ne pourrait-on pas? Pourquoi ne pourrait-on pas voter aussi? Et à ce moment-là, en Angleterre, les suffragettes étaient super provocantes. Notamment les politiciens qui refusaient d'accéder à leurs revendications. Elles allaient devant leur maison et cassaient leurs carreaux. Alors les femmes qui faisaient ça, il y en avait 5-6, elles allaient régulièrement en prison, mais elles devenaient héroïques. Et parce que l'idée était portée, eh bien, elles étaient martyrs. Et ça a servi à la cause. C'est-à-dire que quand vous servez une idée qui est là, qui monte, eh bien, vous subissez la répression, vous êtes un martyr. Quand vous soutenez une idée qui n'est pas acceptée, parce que les gens la rejettent, vous subissez la répression, on vous dit: bien fait pour toi, t'as qu'à te tenir tranquille. Ici, vous me voyez peut-être, je ne suis pas un martyr, hein, la prison aujourd'hui c'est le 4 étoiles, mais moi je ne me considère pas comme un martyr ni comme une victime. J'aime ce que je fais et pour moi la prison c'est super. Mais supposons même que vous me preniez pour un martyr, moi déjà dans ma famille, tous les gens disent ça. Tous les gens disent: mais tiens-toi tranquille, c'est ta faute, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que
encore une fois, quand une idée est portée par le peuple, c'est là que les gens vont dire « Ah, il est victime de la répression, c'est génial, quel martyr, il faut le soutenir ». Mais quand une idée n'est pas portée par le peuple, c'est absolument le contraire. On dit « Bah oui, Renoir, oui, bah, c'est un négationniste nazi, il mérite la tôle et puis c'est fini ». Même dans ma famille, on le dit. Je n'ai jamais personne, pratiquement, ne va me voir quand je suis en prison. Les gens m'écrivent même pas. C'est de sa faute. Sa faute, qu'est-ce qu'il nous raconte là, avec ses sornettes, avec ses chambres à gaz, avec Oradour, mais qui se tiennent tranquilles. Il nous fait suer. En plus, son nom est partout, ça nous embête. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la répression ne sert à rien. Si vous défendez une idée qui est portée, elle vaincra quand même. Si vous défendez une idée qui n'est pas portée, même sans répression, elle ne vaincra pas. Et Jérôme Bourbon a une réflexion qui est très juste. Il dit, regardez le révisionnisme en France. Ça progresse très peu, même si ça fait peur à l'État, mais ça progresse très peu. Je veux dire, soyons raisonnables. Bon, on va dire, bah oui, mais il y a la loi Guesso. Ah oui, et aux USA, ça progresse pas plus. Il n'y a pas de loi. Vous pouvez être révisionniste, le mettre, l'imprimer partout. Parce que les gens ne veulent pas entendre parler du révisionnisme. Et pourquoi ils ne veulent pas entendre parler du révisionnisme ? Pour une raison très simple. Parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a derrière. Ils savent très bien que le révisionnisme, c'est pour réhabiliter les idéologies d'ordre. En gros, les fascismes, entre guillemets. Et ils ne veulent pas du fascisme, les Français. Les Français, ils aiment cette société. Ils aiment cette société de la jouissance. Hein, ils aiment. Les supermarchés sont pleins. Hein, les pompes à essence sont pleines. Je peux avoir Netflix. J'aime bien. Je peux avoir mon portable. Je peux me coiffer comme je veux. Je peux, pardonnez-moi, je peux forniquer comme je veux. Finalement, ils aiment cette société. C'est tout. On nous dit souvent, ouais, mais cette société, elle a plein de travers. Oui, bien sûr. Mais ce que veulent les gens aujourd'hui, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'absence de gouvernement en France. Mais moi et les Belges ne me contrediront pas. Quand j'étais en Belgique, pendant 2 ans, on n'a pas eu de gouvernement. Ça a gêné personne. On expédiait les affaires courantes. Pourquoi ? Parce que les gens ont complètement perdu le sens politique. Ce qu'ils veulent, c'est pas un gouvernement politique qui représenterait une certaine idée. Ce qu'ils veulent, c'est un gestionnaire des ressources humaines pour pouvoir toujours consommer. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une gestion de l'État pour que le supermarché soit plein, la pompe à essence pleine et le Netflix en fonctionnement. C'est tout. Le reste... Alors naturellement, quand un jour ils retrouvent leur voiture cassée à cause de la racaille, oui, ils se mettent à voter RN. Mais pour réussir à obtenir des bons scores, le RN a été obligé d'abandonner tous les principes nationalistes. Ils les ont abandonnés un par un, pouf, 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 jusqu'à arriver en gros, bon, si on est au pouvoir, la France ce sera un club med pour blancs. En fait, vous pourrez jouir tranquillement. C'est bon. Vous n'aurez plus la racaille maghrébine qui va vous embêter. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent pas plus. Mais quand vous commencez à leur dire « Non, mais vous savez, il faut plus que ça. Il faut refaire une société, il faut refaire les familles, il faut faire des enfants, il faut travailler, hein, il faut reconstruire tout, il faudrait refaire le tissu social, recréer des villages. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait de déserts médicaux. C'est-à-dire que les nouveaux étudiants, ceux qui ont tout frais et moulu de la fac de médecine, il faudrait leur dire « Ah non, pendant 10 ans, tu dois t'installer là, tu es obligé. » Oh là là, ah bon, il nous faudrait tout ça, mais ils n'en veulent pas de ça. Non, ça les dégoûte, cette société-là. Ils veulent surtout pas une société de l'effort. La majorité, ce qu'ils veulent, c'est jouir. C'est jouir, c'est tout. Je dis souvent, pardonnez-moi ma vulgarité, mais c'est la société, je veux me remplir les fouilles et me vider les couilles. C'est tout. C'est tout. Donc, on dit souvent, mais vous avez une vue cynique. Je crois pas que j'ai une vue cynique. Moi, j'ai passé ma vie à observer. J'ai passé ma vie à lire les gens. J'ai passé ma vie à voir ça. J'ai vu, les gens ne veulent pas. Et c'est pour ça que Vincent Renoir en prison, 2 ans de prison ferme quand même. Ouais, mis à part dans nos milieux. Ah oui, qui c'est ce mec ? Ah bon ? Oh bah oui, mais enfin bon, on peut pas dire des conneries pareilles, c'est tout, il le mérite. C'est comme ça la réaction des gens. Et encore une fois, la première, dans ma famille, il y a des gens que j'ai pas vus depuis 15 ans, qui veulent pas me voir. Ça.
Donc, c'est ça le truc. Alors, ça, c'est au niveau collectif. Donc, finalement, c'est en même temps un message qui peut paraître très dépressiogène. On va dire, mais c'est en même temps très bon. Parce que ça veut dire que cette société-là que l'on vit, dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une société qui est de plus en plus complexe, qui vit avec la technique. C'est une société technique. Et la technique devient de plus en plus complexe. Or, si vous lisez le livre très intéressant sur l'effondrement des sociétés à travers l'histoire, c'est un Américain qui a fait ça, toute société atteint un moment, un niveau de complexité qui va la faire s'effondrer. Alors après, ça peut être l'événement qui l'a fait s'effondrer, peut être de nature très très diverse. Mais toute société, pourquoi ? Parce que la complexité, j'essaie de résumer au plus simple, hein, quelqu'un qui s'y connaîtrait dirait « Attendez, c'est un peu trop résumé votre truc, je suis d'accord ». En gros, la complexité absorbe de l'énergie. Et cette complexité, normalement, vous rend de l'énergie pour faire fonctionner la société. Et il y a un moment où la complexité absorbe trop d'énergie par rapport à ce qu'elle peut rendre après. Et donc, à un moment, on va avoir un déficit et la société va s'effondrer. C'est exactement ce qui se passe. On voit ça avec, par exemple, de l'énergie. Par exemple, le pétrole. Quand vous avez un litre de pétrole, ça va vous rendre une certaine énergie. Mais le litre de pétrole, il faut le pomper. Quand le pétrole n'est pas loin, c'est pratiquement gratuit de le pomper. Donc après, il vous rend toute l'énergie. Mais quand il faut aller le piocher à 9000 mètres de profondeur, ça prend tellement d'énergie qu'à la fin, eh bien, ce que vous rend l'énergie du pétrole, c'est absorbé par comment le prendre. Et donc vous arrivez à des moments où les sociétés arrivent à un point où elles vont régresser. Alors, ça peut soit faire un effondrement très rapide, à la Mad Max, très rapide, soit ça peut faire un effondrement sur plusieurs siècles, lent, très lent, très lent. Et on a vu des sociétés où les gens vivaient dans des tentes au milieu des ruines des villes que leurs ancêtres avaient construites. Mais les sociétés s'étaient effondrées, mais un peu dans la paix. Les gens avaient perdu tous les savoir-faire, etc. et étaient revenus à des sociétés beaucoup plus arriérées, entre guillemets. Et donc, nous, on est dans une société où la technique est exponentielle. Et plus la technique avance, plus elle crée. Mais on se heurte à beaucoup de problèmes, déjà des problèmes énergétiques, des problèmes de pollution. Alors je sais que dans nos milieux, comme le discours écolo, c'est un discours de gauche, les gens le rejettent complètement. Moi, je crois que vous avez un peu tort, enfin ceux qui font ça. Il y a des problèmes de pollution, de plus en plus d'ailleurs, et surtout, ce qu'on nous donne pour, soi-disant, résoudre ces problèmes de pollution ne résoudra rien. Je vais vous prendre un exemple, parce que j'en ai vu dans la région, les éoliennes. Bon ben, les éoliennes, déjà, il faut une énorme dalle de béton pour qu'elles tiennent. Donc déjà, ça fait une super pollution à l'intérieur de la Terre. Et puis, dans une éolienne, eh ben, vous savez combien ? Il y a plusieurs centaines de kilos de balsa. Parce que c'est pas que du métal. Or, le balsa, ben, vous pouvez pas le couper avec des petites hachettes. Hein. Vous pouvez pas le couper avec des tronçonneuses qui marchent au solaire. Il faut le découper avec des tronçonneuses qui marchent à l'essence. Il faut les véhiculer avec des camions qui marchent à l'essence. Donc, dire « Oh, mais grâce aux éoliennes, on va faire une transition énergétique », alors ça, c'est faux, ça. Il n'y a pas de transition énergétique, il y a un empilement. On n'a pas abandonné le charbon pour le tout pétrole, on continue à utiliser du charbon. Donc, il y a tout un discours du greenwashing, comme on dit, hein, de l'écologie verte qui est complètement arnaque, où on nous dit non, c'est bon, on va gérer tout cela. On ne gère rien. Donc on va arriver à un moment où la société va basculer et va nécessairement s'effondrer. Il y aura donc des remises en cause de paradigmes. Et ce jour-là, c'est à espérer, si les gens nationalistes sont assez habiles, sont assez convaincants, ce jour-là, suite à un changement de paradigme, les idées nationalistes vont progresser et on ne pourra absolument pas les arrêter. Mais je parle des idées authentiquement nationalistes, pas du nationalisme frelaté. Donc, mon discours, bien qu'il apparaisse cynique à l'heure actuelle, on dit « oh ben d'accord, donc vous dites que c'est foutu ». Non.
il va y avoir un effondrement, seulement voilà, le gros problème qui désespère beaucoup de gens, c'est qu'on ne peut pas le provoquer. On ne peut pas le provoquer, on ne peut pas savoir quand il va arriver. La société a encore énormément de ressorts. Parce qu'on parle de la dette, par exemple. Mais la dette, c'est pas important. L'important, c'est la confiance qu'ont des gens dans la monnaie. Tant que les gens ont confiance dans la monnaie, ça vous gêne que la France ait 3 000 milliards de dettes ? Qui ça gêne ici ? Vous levez le matin en y pensant ? Bon, mais ça a des problèmes sur votre vie courante ? Non, ça n'a pas de problème sur votre vie courante. Ça peut gêner en disant oui, c'est un système qui ne marche pas, mais on peut quand même acheter son pain, sa voiture, son essence. Je veux dire, en fait, tant que les gens ont confiance dans le système, ça va fonctionner. La société a encore énormément de ressorts. Et c'est ça qui souvent inquiète. Les gens disent mais ça sert à quoi ? Ça vient pas et en plus on peut rien faire, c'est même pas nous qui pouvons provoquer l'effondrement, mais c'est vraiment terrible. Oui, mais c'est là qu'il y a une deuxième chose. Parce que si je pensais comme ça, ça fait longtemps que j'aurais arrêté, moi. Parce que j'ai quand même sacrifié ma vie. À l'heure où je vous parle là, moi, j'ai même plus de carte vitale. J'ai même pas de papier d'identité en France. Ils ont été saisis par la police. En France, moi, j'étais resté 9 ans en Angleterre. En France, j'ai même pas de carte vitale, j'ai rien. J'ai même pas de compte bancaire, d'ailleurs. Je suis un mort-vivant en France. Donc je pourrais dire, 55 ans, je vais peut-être m'arrêter quand même maintenant, là. J'aurai pas de retraite. J'ai, pour ainsi dire, jamais cotisé. Et on pourrait dire, ouais, donc ça doit être vachement désespérant pour vous. Mais absolument pas. C'est absolument pas désespérant. Parce que, donc je sais déjà que un jour ou l'autre, les idées triompheront. Parce que quand il y aura un effondrement de la société, il y aura tout naturellement... je veux dire, les gens reviendront tout naturellement à des idées plus traditionnelles. Alors il faudra qu'il y ait des gens quand même qui soient assez habiles pour canaliser. Mais les gens reviendront à des idées beaucoup plus traditionnelles. Toutes ces idées illusoires, l'égalité, tous ces machins-là, le LGBTisme, etc., tout ça, ça va disparaître et les gens reviendront à des choses concrètes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, la fameuse grève des transports en commun à Lyon. Ça remonte à 30 ans au moins. Il y a eu une grève des transports en commun qui a duré des semaines et des semaines à Lyon. Vraiment la ville paralysée. Et la grève s'est terminée naturellement. Et des mois après, il y a des gens qui ont fait un reportage, qui ont demandé aux gens, à des Lyonnais, comment avez-vous vécu cette grève ? Et la plupart des gens disaient, eh bien, on en a finalement un bon souvenir. Ah bon ? Et pourquoi ? Eh bien parce que comme il n'y avait plus de transport en commun, il a fallu s'arranger avec ses voisins. Des voisins qu'on ne voyait jamais, à qui on ne parlait jamais, qu'on dit juste un bonjour dans l'ascenseur. Soudainement, on s'est ouvert nos portes. On a dit, vous travaillez où ? Vous allez où ? Peut-être qu'on peut faire du covoiturage, à l'époque où vous n'en parlez pas. Peut-être qu'on pourrait s'arranger, non ? Et donc il disait ces gens, dans les immeubles, les gens commencent à se parler entre eux. Donc à s'inviter, à manger ensemble, pour trouver des solutions. Et puis il y avait l'armée qui avait mis en place des camions. Les camions de l'armée, pour ceux qui ont fait leur service, c'est pas le confort des bus. Et alors quand on interrogeait des gens, notamment les femmes, disaient « Ah les hommes étaient devenus galants. Ils nous offraient leur place, ils nous aidaient à monter, etc. » Et donc les gens avaient des bons souvenirs et s'étaient dit « On est revenu à des choses traditionnelles. » Les portes ouvertes dans les immeubles, les gens se parlent, les gens s'entraident. Tiens, tu vas faire des courses, attends, je vais t'en faire aussi, parce que bon. Et donc, je m'étais dit, ça m'avait frappé. Je m'étais dit, il suffirait d'un effondrement pour que soudainement, de façon naturelle, les gens reviennent à des idées concrètes, bien, et que le principe de réalité revienne. Donc, naturellement, encore une fois, je le dis, il faudra quand même qu'il y ait des gens assez habiles pour canaliser, mais on sera sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc ça, c'est la première chose. C'est pour ça que la répression, à l'heure actuelle, moi, je m'en moque. Je me dis, le jour où le système s'écroulera, il y aura un changement de paradigme, et à ce moment-là, les gens accepteront nos idées. Et dernière chose, pourquoi moi je n'abandonne pas ? Parce que, en fait, on s'aperçoit que le combat vous permet de vous bonifier dans la vie. C'est extraordinaire, en fait.
C'est-à-dire que rien que le fait de combattre, de rencontrer des épreuves, d'observer les gens, de voir comment ils réagissent, ça vous permet de vous bonifier et de comprendre plein de choses, et je le dis sans honte, de vous améliorer. Hein. Et je pense que ça, c'est le but de la vie. Vous êtes sur Terre pour vous améliorer. Quand on a une vie... Alors, moi, je ne juge personne, chacun a son chemin de vie, vous savez, dans cette existence. Mais je pense que le chemin de vie qui consiste à combattre, donc à se donner aux autres, par amour pour les autres, eh bien, ça fait que vous rencontrez des choses et que vous vous améliorez, vous devenez plus patient, plus résilient, etc. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, en prison, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème parce que j'arrive pas en prison en disant je suis dans un milieu ennemi avec des gardiens qui sont des collabos de ce système de répression judiciaire. Alors moi, c'est tout à fait le contraire. J'arrive en prison, je dis tiens, je vais rencontrer des gens fabuleux que j'aurais jamais rencontrés si j'étais pas allé en prison. À Édimbourg, j'ai rencontré un mafieux albanais, j'ai rencontré des tas de gens très intéressants qui m'ont raconté des tas de trucs. Je pourrais aussi vous en raconter, ce qu'ils m'ont raconté, mais c'était intéressant. Et puis surtout, les gardiens, je leur dis quoi ? Vous faites votre boulot, mesdames, messieurs. Moi, je suis en prison, c'est par ma propre faute, c'est pas par vous. Donc, ça va très bien aller. Bonjour, au revoir, bonnes vacances, bonne soirée. Et tout le monde vous aime bien. Et ça m'a permis de cultiver, la patience, la compréhension de l'autre. On comprend que ces pauvres gardiens de prison, vous savez, la plupart, c'est qu'ils n'ont pas pu faire autre chose. Donc ils sont déjà bien ennuyés d'avoir ce travail-là. Et si en plus vous les injuriez, ou etc. Par contre, si vous les comprenez, ils disent au moins avec lui ça va, c'est bien. Et tout ça fait que le combat vous permet de vous bonifier. Et quand vous arriverez à la mort, alors pour ceux qui croient qu'il y a quelque chose après la mort, moi je crois qu'il y aurait quelque chose après la mort, on dira qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Voilà, j'ai fait ça, je me suis amélioré. C'est bien. Maintenant, la victoire au niveau social, est-ce que la société va accepter le révisionnisme ? Est-ce que la société... moi je vais vous dire, c'est pas mon ressort. Je peux pas dire que j'en ai rien à faire, mais c'est pas mon ressort. C'est la Providence qui dira ça. Certains diront c'est Dieu, c'est l'énergie, c'est la matrice universelle. Moi, je sais pas, vous dites ce que vous voulez, mais c'est pas mon ressort. Moi, mon ressort, c'est je sers la vérité. En servant la vérité, je rencontre des gens fantastiques, comme vous. Je rencontre des situations extraordinaires. La victoire ou la défaite, c'est pas mon problème. J'ai fait ma mission. Après, c'est du ressort du peuple, de la société, de tout. Voilà. Et voilà pourquoi moi, j'ai jamais abandonné. Non, m'abandonner, encore une fois. J'ai été extradé. Je remets des vidéos révisionnistes sur le net, là. Je veux dire, ils doivent être fous, mes adversaires. Mais je m'en fous. Et puis si je vais en prison, je vivrai encore des aventures extraordinaires avec des gens extraordinaires que je rencontrerai. Et tout se passera bien. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la répression. Et c'est pour ça que je dis, je suis pas un héros. Merci. Je veux dire, quand on prend la situation comme je la prends, vous savez, une petite anecdote, la dernière fois que j'étais en prison, c'était en Écosse en plus. Alors ma mère était inquiète, puis elle a téléphoné à mon fils aîné, qui est très proche de moi. Elle a dit, alors ton papa encore en prison ? Et mon fils lui a dit, mamie, t'inquiète pas, pour papa, la prison, c'est génial. Et c'est vrai qu'en Écosse, 4 étoiles la prison, je veux dire, j'ai passé 15 mois, non mais, et j'exagère pas, je fais pas ça, ni ça pour faire ma frime, ni ça pour vous encourager, j'encourage personne à aller en prison, mais moi ça a été 15 mois de bonheur. Je veux dire, j'étais dans ma cellule, j'ai peint, il y en a sûrement ici qui ont reçu des petits tableaux que je faisais, je me revendique aucun talent, mais j'ai peint, j'étais au calme, j'avais ma musique douce, et quand je me réveillais le matin, enfin je me réveillais très tôt moi le matin, mais parce que je dors très peu, mais quand je voyais les gens partir au boulot,
de ma fenêtre, parce que en plus j'étais au-dessus du mur de l'enceinte. Moi je voyais au dehors et je voyais les gens partir au boulot. Je me disais, ouais, les esclaves, c'est vous. C'est moi qui suis libre. Moi, je peux faire ma journée comme je veux. Je vais aller au sport dans 1 heure. On a 3 menus à chaque repas. Gratoche. Je veux dire, moi, ça a été... Et en France, ça a été pareil. Hein. Valenciennes, j'ai été super heureux. Quand je réécoute des chansons que j'écoutais à Valenciennes, je suis heureux. Je dis, ah ouais, ça me rappelle. C'était super. Donc, vous voyez, mais ça, c'est vous qui vous faites votre réalité. Si vous vous cabrez contre quelque chose, si vous dites ah non, je vais arriver dans un milieu hostile avec que des gens hostiles, vous aurez ça. Mais si vous dites non, ça va être cool, super cool, c'est cool. Et vous fabriquez votre réalité. Et ça, c'est un des grands trucs que j'ai appris. C'est quand vous avez un problème, au lieu de dire c'est la faute de l'autre, dites-vous d'abord franchement, quelle est ma part de responsabilité dans le problème qui se pose ici? Ne cherchez pas la part de responsabilité de l'autre. Cherchez d'abord votre part de responsabilité. Et ça, j'arrive en prison, quelle est ma part de responsabilité? Bah oui, il y a des lois, je sais que je vais être condamné, j'ai une grande part de responsabilité. Ouais, ben je l'accepte. Super, je vais y aller comme ça. Cool. Et j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens fabuleux, hein. Je peux vous dire que... j'ai en prison, vraiment des gens fabuleux. J'ai rencontré donc un mafieux albanais condamné à 18 ans de prison en Italie. Je peux vous dire qu'il avait du sang sur les mains. Mais un mec d'une intelligence. Il m'a raconté des trucs sur la mafia albanaise, c'était fantastique. J'ai rencontré un mec qui organisait le trafic de drogue à Édimbourg. Il m'a expliqué comment se faisait. J'ai rencontré un mec, il avait... Alors, pareil, à un moment, à côté de moi, il y avait un mec qui avait assassiné l'amant de sa femme et puis qui avait tenté d'assassiner sa femme. Alors ma mère était inquiète, elle disait mais maman, du moment que t'es pas l'amant de sa femme, c'est quelqu'un de normal, hein, je veux dire, il était super sympa, il raffolait de jouer aux dames, on a fait enfin bref, je veux dire, des gens extraordinaires, des gens qui racontent des trucs, j'avais rencontré un mec en France, ah non, c'était en Belgique, ça, parce que à force j'en fais des prisons dans tous les pays, moi. Mais je veux dire, quand je suis arrivé à Édimbourg, le mec il m'a dit, vous avez déjà fait de la prison? Je dis oui, en Belgique, en France. Ah mais vous êtes un globe-trotteur des prisons, vous. Je fais ouais. Et donc en Belgique, j'avais rencontré c'était un Maghrébin d'ailleurs qui m'avait expliqué comment on pouvait cambrioler et des magasins, etc. C'était passionnant. Les gitans, le monde des gitans, passionnant aussi. En fait, à partir du moment où vous prenez ça bien, la nature vous répond, en fait. Donc, un chrétien dira c'est Dieu qui vous répond. Moi, je dirais c'est la grande matrice qui me répond. C'est la même chose, je pense. Mais à partir du moment où vous prenez les choses bien, la nature vous répond et tout se passe bien. Donc, en plus, la répression, il ne faut pas en avoir peur, en fait. On en a peur à partir du moment où on craint. On va dire, là, je vais perdre des trucs. Bien sûr qu'on va perdre des choses. Mais quand la providence vous ferme une porte, elle vous en ouvre 2. Et ça, moi, je l'ai vu dans ma vie. À chaque fois, je me suis dit, ah ouais, là, sur le moment, j'ai souffert. Mais après, ça a été bien mieux. Voilà. Alors, si vous voulez me poser des questions auxquelles je puis répondre, puisque je ne peux pas répondre à tout, je suis disponible maintenant.